Bienvenue dans Big Boss, c'est la dernière année, c'est la dernière émission de l'année 2020 et pour jeter un coup d'œil économique dans le rétroviseur de cette année rythmée par la crise du coronavirus, nous avons deux invités en plateau. Tout d'abord, notre boss du jour, c'est Pierre Herman. Bonjour. Bienvenue, Bonjour. Vous dirigez Finance and Invest Brussels. Et puis à vos côtés, il y a Pauline de Glume, journaliste à l'Écho. Bonjour. Vous êtes notre experte du jour et experte aussi en matière de finance, puisque vous avez... alors tout est relatif, mais c'est vrai que l'Écho, c'est le journal qui s'intéresse à l'activité économique et aux entreprises. Et moi, je suis Bruxelles, donc forcément, il y a un intérêt pour Finance and Invest Bruxelles, puisque ils aident les entreprises à se développer. C'est ça, un organisme d'investissement régional typiquement bruxellois. Alors, vous êtes licencié en sciences politiques, spécialisé en management. Pierre Herman, vous avez 43 ans et une carrière déjà bien remplie. Je vais citer en vrac. Il y a même certaines fonctions qui vous ont fait sourire. Pauline, vous ignoriez certaines choses. Vous avez été patron du Salon de l'Auto. Oui. On vous a vu souvent à la télévision. Directeur général de la FEBIAC, Fédération belge de l'automobile. Directeur de Brussels Expo. Vous avez même organisé les festivités des 175 ans de la Belgique. Et puis, vous avez même fait un passage par le Crazy Horse. C'est incroyable. Et aujourd'hui, Finance Brussels, ça fait 2 ans que vous êtes à la tête de cette entreprise. Comment vous faites ce grand écart ? Donc, il faut savoir que je suis aussi un étudiant invétéré. Donc, vous avez mentionné Sciences Po, je suis fait un MBA, j'ai étudié en France aussi, et puis aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en 2017, je suis parti étudier à Wharton, aux États-Unis. J'ai fait un break dans ma carrière. Et à ce retour de break, c'est clair que je voulais retrouver un job qui faisait de l'impact. Et donc, c'est ce que j'ai dit comme information aux chasseurs de tête. Et un jour, on est venu me trouver en me disant, voilà, il y a un job top dans l'investissement, ce que vous adorez, puisque j'ai beaucoup fait de retournements d'entreprise pendant 18 ans où je travaillais dans le privé. Et c'était ce job à Finance and Invest. J'ai répondu, écoutez, moi, je n'ai pas de carte politique, je ne suis pas un politique. Vous donc, pensez que c'était politisé à la je base. pensais que c'était politisé. Or, il y avait vraiment une volonté du gouvernement, d'une nouvelle gouvernance, et de trouver quelqu'un qui était là juste parce qu'il connaissait la finance. Et moi, j'enseigne dans le domaine. Et voilà, je me suis retrouvé là et ça parle à mes tripes. Et c'est vraiment le job le plus fantastique que j'ai pu avoir sur ma carrière. On va voir ça dans quelques instants. Mais tout d'abord, on va un peu plus découvrir votre personnalité avec notre séquence qu'on adore. C'est dans le bureau du boss. On regarde et on en reparle juste après. Bienvenue dans le bureau du Big Boss de Finance Brussels, un bureau tout en noir et blanc, très design, épuré et pas une seule poussière à l'horizon, pas un seul bic non plus, pas un seul papier. Alors, plutôt maniaque, Pierre Herman ? Alors les murs sont tapissés de photos, toujours en noir et blanc, mais avec des images qui symbolisent Bruxelles, le Manneken Pis bien sûr, l'Atomium. Tout ça évidemment montre un grand amour pour la capitale, mais il y a aussi une histoire avec ces photos. Vous nous racontez ? Alors il y a aussi sans doute un élément très important dans ce bureau, c'est votre famille. Elle est représentée à travers ces différentes photos à différents moments de votre vie. Et puis il y a un personnage intriguant. Dites-moi, c'est qui lui ? Il fait aussi partie de la famille ? Alors on avait dit que vous étiez plutôt maniaque, l'espace est assez grand ici, mais vous avez quand même réussi à y mettre un vélo. Alors dites-moi, il n'y a pas de parking à Finance Brussels ? Alors dans le bureau de Pierre Herman, il y a aussi une table pour tenir des réunions et puis un objet sur cette porte qui est très très important, nous a-t-on dit. On dirait un cadran, mais je pense que c'est bien plus que ça. Explication. Et attention Pierre Herman, il est là le cadran. Okay. C'est quoi ce cadran ? Pourquoi il est dans votre bureau ? Alors, donc ça c'est un plus grand, j'en ai plusieurs, j'en ai un peu partout. C'est un timer, en fait c'est pour les enfants normalement. Vous pouvez bouger sur la petite languette là et alors vous allez mettre un timing, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure ou quoi qu'est-ce. Ça permet d'avoir une vision sur le temps, voilà, et puis ça sonne. Et on a besoin de ça parce que c'est vrai que je peux être super concentré sur un sujet. Et vous parlez beaucoup. Je parle beaucoup avec les équipes, j'aime écouter beaucoup aussi. Et donc, en regardant effectivement sur ce timer, ça permet d'avoir... quand par exemple je dois faire des mails, je mets 3 quarts d'heure et après 3 quarts d'heure, j'arrête les mails. Stop. On passe au petit. C'est le petit bonhomme rouge, là, cette petite sculpture. Est-ce que c'est un souvenir particulier pour vous ? Ah, c'est un souvenir important pour Bruxelles, c'est le Denker. Donc, c'est le symbole de la VUB. Voilà. Alors, moi, je suis mon MBA, je l'ai fait à Vlerick, donc je ne suis pas un ancien de la VUB, je suis en Flandre, mais pas de la VUB. Mais on a reçu ça en fait parce que il y a Colibra, c'est la plus grosse entreprise, c'est la Unicorn, c'est une entreprise qui vaut plus d'1 milliard. Elle est bruxelloise, c'est Colibra et c'est quelque chose que l'on a fait avec Finance and Invest Bruxelles grâce à la VUB. Et donc on a reçu ce cadeau-là. J'ai su ce petit personnage du Denker
qui met aussi qu'il faut effectivement de temps en temps pouvoir être libre de penser, c'est important. Alors Bruxelles est omniprésent dans la déco de votre bureau. Ces photos, elles ont une histoire. D'où elles viennent? Alors, elles ont été faites avec un de mes meilleurs amis, Jean-Jacques, et on a fait vraiment le tour de Bruxelles et essayé de trouver... Donc, je pouvais mettre quelque chose sur les murs. C'est un choix personnel, donc parce qu'il y a le logo de Finance Brussels, on pourrait croire que c'est des photos promotionnelles. Non, vous avez choisi... Non, on a pris le temps de reprendre des photos symboliques qui... je suis passionné de photos, mais je ne sais pas bien manipuler un appareil. Jean-Jacques, oui, donc on se complète très bien, donc Jean-Jacques Deneyer. Et on a fait ce tour de Bruxelles pour illustrer le bureau. Et alors, c'est sur de la mousse, parce que ce bureau résonnait énormément. Et donc, on devait l'isoler. Et pour 80 €, on pouvait mettre une bâche sur ces mousses pour que ce soit plus joli. Donc on a fait des photos et voilà. Allez, on va poursuivre cette émission en découvrant un peu plus l'entreprise que vous dirigez, Finance Invest Brussels. C'est une société d'investissement dont la mission est de développer et de soutenir les entreprises bruxelloises. Ça va de la start-up à la scale-up en passant par les PME employant des centaines de personnes. Pour comprendre comment ça fonctionne, avec Frédéric Dehaenaut, nous sommes allés à la rencontre de votre équipe et de porteurs de projets. On regarde. J'ai justement ce fromage belge, les crus, qui est très bon, pas trop fort. Cela fait seulement 3 semaines que Julie Mouliat a repris les rênes de la Petite Vache. La jeune femme a eu un véritable coup de cœur pour cette fromagerie installée depuis plus de 70 ans à Saint-Josse. Le fait effectivement de reprendre une entreprise qui est un peu en déclin et de pouvoir redonner un souffle nouveau à un commerce, ça c'est mon moteur. Et faire la promotion effectivement de tous ces magnifiques produits. Donc ça aussi, et le contact avec les clients. Et ce matin, ce n'est pas un client comme les autres qui vient la voir. C'est en partie grâce à lui que je suis ici. Donc voilà, c'est aussi un client, donc ça c'est chouette. Ahmed Ben Abdelhadi est l'un des analystes financiers de Finance Invest Brussels. Il s'occupe spécifiquement des micro-entreprises et vient faire signer un dernier document à Julie pour boucler définitivement sa demande de prêt de 30 000 €. Alors ici, avec la Petite Vache, nous avons discuté de son projet, analysé la cohérence, sa faisabilité, d'une part, et nos différents échanges ont permis d'analyser et de valider le plan financier. J'ai poussé la porte des banques au départ. On comprend bien qu'ils ne comprennent pas que les petits commerces, surtout alimentaires, ce n'est pas des marges de fou. Le besoin financier était sous-estimé, donc il a pu être réadapté parce qu'effectivement, pour nous, il est important que nos entreprises puissent démarrer dans de bonnes conditions et de leur donner un maximum de chances de réussite au moment du démarrage. C'est Ahmed qui m'a vraiment conseillé en me disant demande un peu plus. Par les temps qui courent, un peu de cash flow, c'est quand même la base pour avoir une entreprise saine. Et ton remboursement ne sera pas trop élevé, donc moi je ferai plutôt ça. C'est un conseil qu'on ne peut pas avoir dans une banque. Et une bonne journée, monsieur, merci. Changement de décor et de portefeuille. Bonjour Martin. Salut, bonjour. Allez, j'espère que ça va bien, que l'hôtel Made in Louise fonctionne bien pour le moment. Je me doute que ça ne doit pas être facile. En cette période où règne toujours le coronavirus, le travail des analystes financiers de l'organisme bruxellois d'investissement se fait majoritairement à distance. On espère commencer les démolitions en février-mars. Ok, donc on reste dans ce qu'on avait défini comme calendrier pour la signature du contrat. Hugues Van Rentergem s'occupe lui des entrepreneurs qui ont plusieurs années d'expérience et veulent se développer encore. Ici, un patron de plusieurs hôtels bruxellois déjà appuyé par des banques, mais qui a besoin d'un coup de pouce pour se relancer en pleine crise sanitaire. On va garder notre argent plutôt pour des entreprises qui apporteront quelque chose à Bruxelles. En termes de renom, en termes d'emploi, bien sûr, en termes d'expertise, parce qu'ils peuvent ouvrir des portes sur un secteur qui va intéresser et qui va permettre à l'entité économique de se développer. Je ne sais pas, moi je pense, parce que c'est très d'actualité, à tout ce qui est médical ou autre. Ça va être intéressant. Quand la note de crédit sera établie, tout dossier va encore passer entre les mains de plusieurs instances. Comité d'investissement, conseil d'administration ou comité de direction suivant les montants en jeu. Un processus qui peut prendre de 6 mois à 1 an. Alors en termes de montant, on tourne autour d'une trentaine de millions d'investis par an. À savoir que 2020 est vraiment évidemment une année exceptionnelle dans tous les sens du terme, où là on a mis un focus plus sur la gestion du portefeuille plutôt que sur le développement d'investissements nouveaux. Et donc on aura sans doute un montant d'investissement un peu plus faible que l'année passée. Bonjour. À la tête d'une plateforme de vente en ligne de produits bio et locaux, Muriel Bernard gère aujourd'hui une affaire qui roule.
avec le premier confinement, on a vu la demande pour des produits locaux et pour des produits livrés à domicile vraiment augmenter. Et du coup, on a triplé les volumes vendus sur eFarms depuis ce jour. Une véritable success story qui a pourtant commencé plus petit. En 2015 et 2017, Finance & Invest Brussels a investi 2 fois 150 000 €. Nous, on a opté pour tout ce qui était emprunt, donc c'est un emprunt classique avec un taux d'intérêt qui est, ma foi, un peu plus élevé que ce qu'on peut trouver dans les banques, mais c'est un emprunt à risque sans contrepartie, sans garantie personnelle, ce qui est important pour un entrepreneur, parce qu'on prend déjà beaucoup de risques en lançant son entreprise. Si en plus on doit hypothéquer sa maison ou des choses comme ça, c'est difficile. Derrière ces entrepreneurs bruxellois, une équipe d'une 40aine de personnes, dont 17 analystes financiers, une équipe qui s'apprête à relever de nouveaux défis. Et oui, les défis sont nombreux, Pierre Herman. Une petite précision, c'est vrai qu'on était surpris d'entendre certains entrepreneurs qui disent « mais le taux d'intérêt, il est quand même costaud ». Pour eFarms, par exemple, c'était du 6 à 7%, m'a-t-elle dit. C'est quand même vachement plus élevé qu'une banque. Hein. Alors oui, parce que c'est tout à fait différent d'une banque. C'est-à-dire qu'une banque va toujours prendre des garanties. On appelle ça de la dette senior. Comme quand vous prenez votre maison, mais si jamais vous n'êtes pas capable de rembourser, il y a la maison qui permet de récupérer. Nous, en fait, on se positionne de la même manière qu'un actionnaire. Donc, on est 100% en risque et on est ce qu'on appelle subordonné. Donc, on passe en cas de remboursement, on rembourse d'abord tout le monde et puis s'il reste quelque chose, nous. Mais ça ne coûte pas aussi cher qu'un actionnaire. Donc, on est ce qu'on appelle de dette en quasi-fonds propres. Ce qui veut dire aussi que pour la banque, quand on est là, ça permet parfois d'avoir encore plus de la banque. Alors que deux prêteurs entre eux, on appelle ça pari passou. Et là, effectivement, ils sont au même niveau, mais en cas de perte, ils doivent partager à deux. Nous, on passe après tout le monde. Et c'est ça qui fait qu'on a un très bel effet levier, en général, quand on intervient. Cet effet levier, c'est notamment avec cette aide où, si ils ont déjà été rechercher de l'argent par des circuits classiques, vous remettez, par exemple, la même somme, ce qui permet de la doubler, d'avoir un... Alors, prenons un exemple très concret. Imaginons la banque dit, moi, je prête 2 fois les fonds propres maximum. Eh bien, si nous, on prête, on est considéré comme des fonds propres. Donc effectivement, grâce à nous, la banque pourra prêter plus. Pourquoi ? Parce que l'argent qu'on prête est 100% risqué, en fait. C'est-à-dire qu'on a la destinée liée avec l'entrepreneur. Si, entre guillemets, le projet se casse la figure, eh bien, nous aussi. Tandis que parfois, les banques ou d'autres prêteurs ont des gages, des garanties qui leur permettent... Et donc, c'est cette prise de risque qui justifie ces taux plus élevés dont on parlait dans le... En fait, le taux d'intérêt, en fait, c'est un peu le prix du risque. Et donc, quand un projet fonctionne très très bien, une prise de participation, un actionnaire, il va pouvoir gagner du 25% sur un projet. Donc ici, nous, c'est entre 6 et 7%. Et vous parlez de prise de participation, prêt, pour que ce soit bien clair pour les gens, c'est quoi le catalogue d'aides dans les grandes lignes de Finance & Invest ? Alors en fait, Finance & Invest Bruxelles, d'abord, a 2 segments très différents. Soit on travaille sur les startups, scale-up et PME, et ça, c'est une équipe bien spécifique. En l'occurrence, les 2 projets qu'on a vus, Farms et l'hôtel, bon, c'est ça, ou des entreprises tech. Et puis, on a les TPE, entreprises sociales et coopératives. Ça, c'est 2 segments. Et ça, c'est l'équipe qu'on voyait tout à l'heure avec Ahmed. D'un côté, il y a Mathilde, Barbara, l'équipe. Ça, c'est les 2 segments. Et les produits, on fait quoi ? On fait ou bien du prêt, mais de type mezzanine, donc à risque, ou bien de la prise de participation, c'est-à-dire qu'on devient actionnaire. Et enfin, on a aussi le Fonds bruxellois des garanties, c'est-à-dire que là, on fournit des garanties aux banques, c'est une espèce d'assurance, quand elles investissent dans une entreprise et qu'elles disent « Ah, je ne peux pas investir cette partie-là parce que je n'ai pas de contrepartie, je n'ai pas de gage. » Alors nous, on vient mettre un produit. Donc, de la dette, des prises de participation, on devient actionnaire de la boîte et enfin des garanties. Ça, et on sait ce qui détermine quel soutien on va pouvoir solliciter en tant qu'entrepreneur Alors, l'idée, qu'est-ce qui fait qu'on se dirige vers l'une ou l'autre option Oui, alors l'idée, c'est qu'un entrepreneur qui vient frapper à la porte de Finance & Invest Bruxelles, nous, on va tout analyser. Quelle est l'équipe ? On va essayer de comprendre aussi quel est le marché, quelle est la profondeur. À partir de ça, on va identifier le besoin financier qu'ils ont. Et est-ce qu'ils ont, par exemple, une capacité de remboursement pour rembourser tous les mois ? S'ils n'ont pas de capacité de remboursement, on devra devenir actionnaire. Et on va toujours essayer de trouver la solution la plus... on va parler founders friendly, donc dans l'intérêt des fondateurs. Quelle est la solution financière la plus adéquate ? On va parfois aussi inviter la banque à venir autour de la table. Et notre but, c'est de faciliter et compléter la chaîne de financement. Et donc, c'est sur base d'une analyse qu'on peut dire quel est le produit financier qui correspond le mieux aux besoins de l'entreprise. Alors, on l'a vu, il y a beaucoup de défis qui vous attendent parce qu'avec cette crise du Covid, les cartes vont un petit peu se rabattre. Je vous propose de réécouter une intervention que vous avez faite au Parlement bruxellois. Vous avez été invité à justement donner des explications à la commission spéciale Covid. On écoute un court extrait et on en parle juste après.
Il y en a qui sont virtuellement morts et qui ne le savent pas aujourd'hui. Ça, c'est vraiment important. Je pense que quand leur comptable va leur présenter leurs chiffres en mars, ils vont leur dire, vous devez réinjecter, on va demander à quelqu'un de dire, vous devez réinjecter 15, 20, 30, 80, 100 000 ou 2 millions dans votre boîte. Et il y a des gens qui là vont dire, désolé, je ne sais pas le faire. C'est une des conséquences de la crise. Le problème de solvabilité en 2021, c'est un de vos chevaux de bataille pour la suite? Tout à fait, c'est-à-dire que donc la crise, en fait, il y a 3 momentum. Alors, j'étais fort impliqué dans la crise puisque le gouverneur de la Banque nationale m'avait nommé au niveau fédéral comme le président en fait, du groupe PME indépendant. Donc c'est un sujet qu'on a suivi vraiment au day-to-day. Et il y a 2 problèmes. Il y a la liquidité et il y a le problème de solvabilité. Liquidité, c'est pouvoir payer ses factures au jour le jour, donc avoir dans sa caisse suffisamment pour payer les factures qu'on a. Solvabilité, c'est si l'activité de l'entreprise s'arrête, je vends tout, est-ce que je suis capable de rembourser ce que je dois une fois qu'on arrête l'entreprise avec tout ce que j'ai. Et ce que vous dites aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entreprises que vous suivez vont être incapables de faire ça? Alors, dans les entreprises que l'on suit aujourd'hui, on n'a pas vraiment de grande alarme. Par contre, dans les entreprises que l'on analyse, il y a beaucoup en fait, d'entreprises qui ont ce problème de solvabilité, c'est-à-dire que faut-il faire? Dans ce que je dis dans l'intervention ici, il y a un article qui dit qu'à partir du moment où les capitaux propres sont négatifs, on doit recapitaliser. Pourquoi? Ça veut dire concrètement, si moi, vous êtes mon fournisseur, ben vous allez regarder si mon entreprise a encore suffisamment de capitaux propres pour que si demain je meurs, vous puissiez quand même revendre, enfin mon entreprise meurt, vous puissiez, à partir de ce dont je dispose, mon bâtiment, mon stock, etc., récupérer ce que vous m'avez prêté. Et si ce n'est pas le cas, la loi demande alors qu'on recapitalise. C'est ce qu'on appelle l'article 633. Il y a des entreprises qui ne sont pas encore conscientes qu'elles sont dans cette situation. Et est-ce qu'il y a des secteurs en particulier auxquels vous pensez et que vous avez analysé qui seront dans cette situation? Il y a pas mal de secteurs qui auront un défi demain. C'est vrai que l'ORECA est notamment des secteurs qui a un des défis. Mais on sera là, effectivement, nous, pour pouvoir répondre et soutenir les entreprises, même si elles avaient des capitaux propres négatifs avant, en tout cas qui ont des perspectives claires. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une vue sur quel est mon chiffre d'affaires, à quel niveau il sera, comment sera demain, quels sont les clients qui existent, quels sont ceux qui n'existent plus. Comment est-ce que j'ai pu réadapter mon business model? Est-ce que je me suis retourné vers des nouveaux clients, etc. Donc on va analyser ça. Vous avez la capacité de faire ça? Tout à fait. Donc c'est-à-dire que dans les analystes... Vous serez ouvert à ça? Alors j'ai vraiment la chance d'être entouré d'une très très bonne équipe de passionnés, mais aussi d'entrepreneurs qui connaissent l'ensemble et on va analyser en fait ces entreprises. L'idée c'est de le faire vraiment en bonne écoute, en bon échange avec les entrepreneurs et de ne pas se raconter d'histoire, de voir qu'est-ce qui s'annonce pour demain, qu'est-ce qui est réaliste. Et dans ce cadre-là, est-ce que ça vaut la peine encore d'injecter et si oui, quel montant? Et il y a des montants qu'on ne peut pas injecter. Et est-ce que ça va fonctionner? Pauline, il y a eu un fameux coup de pouce aussi pendant cette crise. Vous avez adapté quand même votre activité là, à la crise à Bruxelles. Donc il y a non seulement le prêt Recover, qui est pour vraiment les toutes petites entreprises jusqu'à 15 000 €. Ça a eu beaucoup de succès dès les premières semaines. Je ne sais pas quels étaient les chiffres après, mais vous aviez eu... Alors effectivement, donc dans l'activité cette année, pour donner une idée, on va avoir fait plus de 300 dossiers, ce qui est énorme quand on parle d'investissement pur. On a développé des produits spécifiques Covid. Alors pourquoi? On a 2 métiers chez nous. Il y a des choses que l'on fait avec nos capitaux propres, donc avec l'argent qu'il y a sur nos comptes et qui appartient à l'entreprise, et dont un des actionnaires est la région. Ce n'est qu'un des actionnaires. Et puis deuxièmement, on a des activités que l'on fait en mission déléguée. Le gouvernement dit, voilà, vous êtes les experts, on vous donne un montant qu'on vous demande d'injecter selon certaines règles. Et combien d'entreprises? Ça, c'est ce que vous avez fait pour l'ORECA, la mission. Tout à fait, on a une mission qui vient d'être élargie, c'est ça? Tout à fait, alors qui va être élargie effectivement aujourd'hui, enfin cette semaine en tout cas au gouvernement, c'est à l'ordre du jour. Mais comment vous allez faire alors les moyens? Ils remettent des moyens? Parce qu'il y avait, dans mon souvenir, il y avait 20 millions pour l'ORECA et on dit maintenant pour tout le monde. Est-ce que vous allez vraiment pouvoir aider tout le monde avec cette mission déléguée? On va avoir 40 millions au total. Donc il y a 40 millions dans ce portefeuille, dont une partie a déjà été dépensée pour l'ORECA. Et on va maintenant l'ouvrir à tous les secteurs. Et l'idée, c'est de pouvoir faire des prêts subordonnés à un taux là relativement bas. Là, on est en dessous des 4%, qu'on va pouvoir prêter à toutes ces entreprises qui ont des perspectives futures, mais qui ont besoin qu'on injecte des capitaux risqués sans garantie pour les aider à financer, entre guillemets, la perte qu'ils ont eue par rapport à la crise. C'est ça, donc c'est des entreprises qui doivent quand même prouver que c'est vraiment la crise qui est à l'origine de leur... Oui, parce qu'en fait, le comble, c'est qu'en général, on dit la création de richesse nécessite des investissements qui doivent être financés et rentables. Ici, on est dans une situation unique puisqu'on doit financer des pertes.
Et donc, pour financer des portes, il faut des produits spécifiques. C'est ce que le gouvernement bruxellois a bien compris en nous donnant cette mission déléguée élargie. Et pour revenir juste sur les prêts recover, cet été, je ne sais pas si ça a changé, le montant moyen que vous accordiez était dans les 13 500. Tout à fait, oui. Alors que c'était 15 000 max. Oui. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont demandé le plafond. Est-ce que c'était suffisant ou est-ce qu'en temps de crise, là, certaines personnes, même des toutes petites TPE, auraient eu besoin de pouvoir monter... Alors, le prêt recover c'était vraiment le produit magique, hein, parce que à peine on avait commencé, on est déjà sur une centaine de dossiers, on a épuisé tout ce qu'on a eu, on va remettre encore maintenant des montants là-dedans. On parle des TPE, il faut savoir Bruxelles, c'est 130 000 entreprises, hein, plus ou moins, dont 10 000 seulement ont plus de 10 employés. Et donc pour toute cette petite TPE qui crée l'emploi et qui crée de l'emploi intéressant pour les Bruxellois, effectivement, bien, le problème c'est qu'ils n'avaient plus, entre guillemets, de fonds de caisse, entre guillemets, et donc c'est... Pour ce qu'on appelle ce besoin de fonds de roulement, il était estimé, on l'avait calculé, à une moyenne de l'ordre de 10 à 15 000 euros. Et donc, effectivement, notre produit moyen a donné 13 000 euros. Vous avez l'impression que c'était bien visé? Oui, c'était très, très bien visé. Il n'y a pas eu des entreprises qui se sont retrouvées un peu justes? Les entreprises qui ont besoin de plus se retrouveront avec le nouveau produit qu'on lance, qui est la mission déléguée élargie. Aux autres secteurs. Comme je vous dis, les deux segments, les startups, scale-up et PME, et puis de l'autre côté, les toutes petites entreprises. Une bonne nouvelle qui nous permet d'enchaîner sur une autre bonne nouvelle avec ce chiffre, Pauline, que l'Écho a choisi de mettre en avant dans cette émission. On va tout de suite le regarder. 134 millions d'euros. Ça correspond à quoi, Pauline? Mais donc cette semaine, il y a eu une assemblée générale chez Finance et Invest Bruxelles qui a confirmé que la recapitalisation donc, était dans l'accord de gouvernement bruxellois. Donc ça veut dire que l'Invest bruxellois va disposer de ces 134 millions d'euros qui viennent principalement du public, mais aussi du privé. Et ça, visiblement, vous en êtes quand même, je pense, assez fiers d'avoir, en ces temps de crise, réussi à solliciter des grosses entreprises privées qui ont soit remis parce qu'elles étaient déjà présentes dans l'actionnariat, soit qui rejoignent l'actionnariat d'Invest. Au final, donc c'était annoncé 134, on est à 131. C'est toujours comme ça dans une recap. Et le reste viendra dans 12 mois parce qu'on va refaire encore une autre capitalisation après. Et effectivement, on est très très fiers d'avoir pu aller chercher sur le marché des actionnaires dont on est super fiers pour près de 44 millions d'euros. Et donc ça veut dire que grosso modo, pour 1 euro investi par le privé, on a 2 euros du public. Et pas n'importe quel actionnaire. Quand on pense au groupe Solvay, ça peut paraître un peu dans l'air du temps. Alors l'idée, c'est qu'on a vraiment proposé une proposition avec une rentabilité pour ces actionnaires et un projet qui combine rentabilité et impact. Et on est très fiers d'avoir eu des actionnaires comme Belfius, comme BNP, comme Etias, comme PNV et aussi notamment Partena ou Solvay. Et qui sont tous des partenaires qui ont un vrai effet levier et de synergie dans l'intérêt des porteurs de projets. Vous imaginez demain une entreprise qui vient frapper à notre porte, qui demande qu'on investisse et qui est par exemple dans la technologie des matériaux, eh bien on va pouvoir avoir les ingénieurs de Solvay qui vont les aider, le secrétariat social de Partena qui est un de nos actionnaires qui va pouvoir les aider à peut-être adapter les meilleures solutions de paiement pour leurs employés. On va pouvoir avoir Belfius, BNP ou ING qui va pouvoir dire « Ah, attendez, moi, j'ai une idée top pour vous financer et cofinancer le projet avec vous. » Ou alors Etias et PNV qui vont dire « Ah, nous, pour l'assurance groupe du personnel, on va pouvoir aider. » Donc, c'est un vrai super win-win. Monsieur Herman, est-ce qu'en plus de ce que vous dites là, donc, qui est l'argent et l'expertise, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette notoriété? C'est quelque chose que vous disiez qui manque encore parfois un petit peu à Finance, justement à cause parfois même de ce nom qui fait penser à la finance alors qu'on est vraiment dans l'investissement. Est-ce que là, avec des entreprises comme Solvay et les autres que vous avez cités, c'est pas aussi une possibilité de régler ce petit problème de notoriété une bonne fois pour toutes? Alors c'est certainement le moyen de faire un grand progrès, hein, pour donner la notoriété, son impact, elle se voit dans les chiffres. Quand j'ai commencé en 2017, on avait investi au total 8 millions. Okay, et depuis, grâce à la notoriété et le nombre de bons deals qu'on a eu, on a réalisé l'année passée plus de 40 millions en 2019 qui ont été investis. Et cette année, on fait plus de 300 dossiers. Donc c'est énorme, on a réussi à réactiver. Mais je veux dire, il faut être humble et dire qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui ne savent pas ce que c'est Finance et Invest Bruxelles. Et donc, on doit continuer à travailler cette notoriété, mais elle viendra par le bouche à oreille. Vous avez vu les porteurs de projets. Des porteurs de projets heureux qui vendent nos produits, des bons ambassadeurs, c'est la meilleure manière d'être connu. Et la recapitalisation, ça s'accompagnait aussi de cette nouvelle charte. Hein. L'idée, c'est pas juste de remettre de l'argent. La région a voulu aussi mettre une nouvelle dynamique. Et là, on voyait qu'il y avait 5 thèmes prioritaires d'investissement, parmi lesquels la participation citoyenne, mieux manger, mieux produire, la ville durable. Est-ce que ça signifie que si on n'est pas dans ces secteurs-là, il ne faut pas venir toquer à la porte de Finance? Alors non, l'idée c'est de dire qu'on veut mettre Bruxelles sur la carte.
il y a des secteurs où on est convaincu que là-dedans, on peut être le premier de la classe, même au niveau mondial. On a fait une étude là-dessus sur laquelle on a vraiment travaillé et on a ces 5 thèmes d'investissement. À côté de ça, tout projet qui vient frapper à la porte, on va l'analyser, sauf si ce sont des secteurs qui nuisent à l'homme ou à l'environnement, hein, pornographie ou des trucs, enfin ça on ne va pas faire. Par contre, quand on va effectivement avoir ces secteurs, on va analyser et on va pouvoir aider cette boîte à faire de la croissance. Par contre, voilà, l'idée c'est qu'on va aussi se focaliser sur les secteurs où on estime qu'ils sont le plus créateurs de valeur pour Bruxelles, pour les Bruxellois, et qui amènent cette belle combinaison de rentabilité d'un côté et d'impact, c'est-à-dire de création de valeur, mais avec S. Est-ce que votre équipe sera assez solide? On le voit, il y a une vingtaine d'analystes financiers. Est-ce que ça suffira pour supporter tous ces nouveaux défis que vous venez nous évoquer, ou vous avez besoin de nouvelles têtes? Alors, on va renforcer l'équipe. Mais vous savez combien de personnes? Alors, on va renforcer, on va faire quelques engagements dans l'année ici pour renforcer l'équipe d'analystes. Vous savez, ce qui compte, c'est à la fois le nombre de personnes dans une équipe, c'est clair, mais c'est surtout aussi leur enthousiasme et le fait qu'ils soient convaincus que leur job fait sens. Et là, j'ai vraiment la chance d'avoir une boîte où, quel que soit le moment, on peut compter sur... C'est vraiment une équipe formidable. Vous savez, c'est quand on traverse une tempête qu'on voit si l'équipe tient la route. Là, on vient de traverser une tempête incroyable avec le Covid. Et en tout cas, moi, je suis très, très fier d'être un des membres de l'équipe de Finance et Invest Bruxelles. Eh bien, ce sera la conclusion de cette émission parce que, oui, je sais, Pauline, vous avez encore énormément de questions, nous aussi, mais voilà, c'est le timing. On reprend le petit timer. Hein. Je vous le rends d'ailleurs parce que c'est à vous. C'est à vous. Votre secrétaire nous l'a prêté. Je vous souhaite en tout cas à tous les deux de très belles fêtes. On sait que ce sera une année particulière. À vous aussi, téléspectateurs, merci beaucoup de votre fidélité pour Big Boss et on se retrouve l'année prochaine avec de nouveaux boss.